non à la surveillance généralisée. C'est l'appel pour 18h30, place des Invalides, sur l'esplanade des Invalides. Il y a donc la Ligue des droits de l'homme, la Quadrature du Net, le syndicat de la magistrature, syndicat des avocats de France, Amnesty, MRAP, CGT, SNJ, Attaque, Solidaire, Sud, etc. Voilà, donc à vous de nous expliquer pourquoi, pour la Ligue des droits de l'homme, qui s'est créée au moment des combats fondateurs de la fin du XIXe siècle, où il y avait déjà des lois scélérates qui étaient proposées sous prétexte de terrorisme, se sent si mobilisée. C'est vrai qu'à la Ligue des droits de l'homme, on garde la mémoire de ces lois scélérates et de l'engagement que nous avons eu contre elles. Mais nous pouvons remonter plus loin. Le projet de loi qui nous est proposé, entre guillemets, aujourd'hui, c'est un projet de loi qui est fondamentalement opposé à l'esprit même de la révolution républicaine. La République en France, en 89, elle s'est fondée contre l'absolutisme royal. Elle se fixait comme première revendication libératoire la revendication de la sûreté. La sûreté, c'est très simple, c'est ce qui permet à chacune, à chacun, de savoir qu'il pourra rentrer chez lui le soir sans être arrêté, sans être réveillé au milieu de la nuit et sans que ses propriétés, ses effets, son intégrité morale soient d'un seul coup détruites par l'emprisonnement ou par la disparition. Or, aujourd'hui, avec cette loi, ce soir, chez moi, quelqu'un peut rentrer, observer mes enfants et leur ordinateur, goûter ma soupe pour voir si elle est bien salée, vérifier que je fais ce que j'ai à faire, ne pas m'en vouloir si je ne le fais pas, mais le noter. Et puis, quitter mon domicile et passer chez mon voisin sans que même j'ai eu la moindre conscience de sa présence. C'est-à-dire que ma sûreté en tant que citoyen n'est plus garantie. Non seulement elle n'est plus garantie, mais elle est violée. Alors, j'ai entendu la Parisienne libérée. Moi, si je n'avais rien à cacher, je n'aimerais pas que ça se sache. C'est-à-dire qu'on est au cœur de l'intimité et de l'image qu'on a de soi-même. Et quand l'image qu'on a de soi-même... Et de ses opinions, bien sûr. Et quand ça s'est piétiné, alors le premier terme de la devise républicaine, à savoir la liberté, n'est plus qu'une apparence. Quand on n'est plus en capacité de pouvoir, dans la sérénité, dans la sécurité, se construire une opinion, échanger autour de cette opinion, voire poser des actes pour la défendre, alors nous ne sommes plus dans une république digne de ce nom. Or, cette loi, elle touche à nos libertés. Alors, il faut des lois qui touchent aux libertés. Le terrorisme existe, l'espionnage existe, l'homme n'est pas bon en tout lieu, en tout temps, il faut aussi savoir se protéger. Et pour qu'une loi sur la liberté soit bonne, il faut qu'elle précise très précisément ce sur quoi elle va porter, il faut qu'elle offre des garanties et il faut qu'elle sache être proportionnée aux risques qu'elle entend combattre. Or, le projet de loi qui nous est soumis, ou plus exactement qui essaye de nous être imposé, avec une belle arrogance, j'espère qu'on prendra le temps de parler de l'arrogance gouvernementale, parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement malsain à entendre le Premier ministre qualifier nos interventions de byzantines, avec un geste qui nous renvoie aux poubelles de l'histoire, d'entendre Jean-Jacques Urvoas qualifier ses opposants, tous ses opposants, le député qui présente cette loi, qui est un homme qui sait de quoi il parle, qui a rencontré tout le monde, qui a croisé le fer avec les représentants de la CNCDH, de la CNIL, avec le défenseur des droits. Il connaît ces gens-là. Et il les qualifie publiquement d'amateurs et de naïfs. Et là, carton jaune. Là, il y a une déqualification du débat démocratique qui a forcément un lien avec cette espèce de frénésie d'aboutir sur ce projet de loi. Alors revenons au projet de loi. D'abord, cette loi se fixe 7 champs. Si on superpose ces 7 champs, on s'aperçoit qu'il couvre absolument tous les champs de l'activité humaine, sociale, industrielle, associative, syndicale. Tout ce qui relève de l'interaction démocratique ou productive dans ce pays est couvert par cette loi. Donc, c'est énorme, c'est réellement énorme. Ça veut dire que des services secrets protégés par le secret défense peuvent, sans aucun contrôle judiciaire,
surveiller les activités dont vous venez de parler. Ça veut dire que, contrairement à ce qu'on essaye de nous faire croire, cette loi n'est absolument pas une loi de sécurité, mais que c'est une loi de contrôle global de tout ce qu'il y a à contrôler. Et là, le ver est dans le fruit. La question de la proportionnalité est vraiment posée. Il y a en France entre 2 à 3 000 personnes qu'il faut sans doute surveiller de près parce que potentiellement on considère qu'elles peuvent être un facteur de risque pour elles-mêmes, de risque pour les autres. Ça existe dans tous les pays et il est normal qu'un gouvernement garantisse les citoyens face à ça. Mais là, il n'est pas du tout question de ça. Là, il n'est pas du tout question d'écoute ciblée. Il n'est pas question d'écoute qui s'inscrirait dans une enquête judiciaire. Il est question d'écoute de masse. Tout le monde sera écouté. Tout le monde sera susceptible d'être écouté. Et donc, ça veut dire concrètement que chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, est considéré, pas encore comme un coupable, mais déjà comme un suspect. Le simple fait d'ouvrir la bouche, le simple fait d'être à côté de quelqu'un qui ouvre la bouche, ou d'être à côté de quelqu'un qui a connu quelqu'un qui ouvrait la bouche, fait de nous un suspect. Et ça, évidemment, c'est extrêmement délétère pour une société démocratique. C'est un cauchemar démocratique. C'est un rêve de dictature, mais c'est un cauchemar démocratique. Et on l'a déjà dit, mais j'y reviens, ce qu'on nous présente comme des éléments de contrôle de la loi, c'est sornettes et fariboles. C'est-à-dire c'est une commission qui ne sera d'ailleurs même pas contrainte de se constituer en commission. Elle ne se réunit que si son président juge que c'est utile. Si ce n'est pas utile... Le président est nommé par le pouvoir exécutif. Le président est bien évidemment nommé par le pouvoir exécutif. Donc on ne va pas déranger les membres de la commission pour rien. Et le rien sera sans doute très très majoritaire. Et quand bien même cette commission se saisirait d'elle-même de sa responsabilité, on sait que le Premier ministre reste maître à bord et qu'il fait exactement ce qu'il veut. Nous n'avons jamais connu une telle concentration de pouvoir fondamentalement liberticide dans les mains d'un seul homme dans ce pays. Cette loi est profondément anti-républicaine, elle est profondément dangereuse. Pierre Tartakovsky, vous siégez la Ligue des droits de l'homme. J'ai le rapport de la CNCDH, la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Vous pouvez aller sur Légifrance, voir la diversité des membres de cette commission qui a à l'unanimité approuvé ce rapport dont nous avons largement rendu compte sur Mediapart. La gauche est aux affaires. Normalement, la gauche, sur ces questions-là, essaye traditionnellement de se distinguer de la droite. Vous venez de dire jamais une telle loi aussi liberticide n'a été présentée sur le terrain des libertés. Alors, comment vous faire entendre? Comment nous faire entendre? Comment faire bouger alors que c'est même aujourd'hui au Parlement, plutôt à droite ou au centre, que des parlementaires veulent, demain, ils vont l'annoncer, saisir le Conseil constitutionnel contre cette loi? Alors, je crois que toute voix qui s'élève contre cette loi est une voix républicaine saine, et la question de savoir si elle vient de la gauche, du centre ou de la droite, en ce qui me concerne, est une question tout à fait secondaire. Et nous aussi, nous sommes d'accord avec ça. Après, la question de savoir comment des forces de gauche peuvent en venir à prioriser un discours sécuritaire sur un discours de liberté, ça, c'est une vraie question, et ça renvoie à un grand échec politique. Parce que, évidemment, un certain nombre de questions appellent des mesures techniques de protection. Mais les grands défis de la sûreté et de la sécurité auxquels nous sommes confrontés appellent surtout un surplus de démocratie, un élargissement des libertés, une mise en responsabilité de l'ensemble des constituants du peuple français. C'est de cela, aujourd'hui, du caractère profondément dégradé de la démocratie française, que naît cette monstruosité qu'est la loi sur le renseignement. Toutes celles, tous ceux qui se battront contre seront les bienvenus dans le camp des libertés. Qu'est-ce que vous allez faire demain, après-demain? Vous allez continuer la mobilisation? En 3 mots, nous allons continuer, bien évidemment. Bon. La bataille non seulement elle n'est pas perdue, mais nous la menons avec d'autant plus de fermeté que nous avons le sentiment que nous avons beaucoup progressé en peu de temps. Je rappelle que ce gouvernement essayait de faire passer cette loi en procédure accélérée, d'étouffer le débat, de faire en sorte que, surfant sur l'émotion causée par les attentats, on considère que cette loi sur le renseignement était en fait une loi antiterroriste et donc au-delà de toute discussion. Nous n'en sommes plus là. Vous l'avez dit vous-même, des voix s'élèvent, des consciences s'éveillent. Il y a un début de débat généralisé dans le pays, encore insuffisant. Nous allons continuer nos efforts.
Je crois que ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point des partenaires associatifs, syndicaux, politiques travaillent en convergence, voire combinent leurs talents, par exemple à l'intérieur de l'Observatoire des libertés du numérique, pour se mettre à jour des problématiques les plus contemporaines, les plus actuelles de la défense des libertés, notamment sur le net. Moi, j'y vois un signe d'espoir, de vitalité des forces démocratiques, et je serais plutôt optimiste dans ce domaine. Comme vous l'avez dit, c'est une bataille, et ça rejoint les origines de la Ligue des droits de l'homme. On ne demande pas le passeport à chacun, c'est un moment de vérité, c'est une bataille de ce point de vue dreyfusiste ou dreyfusarde. Je rappelle juste que ce moment où votre organisation se crée, avec son premier président Francis de Pressensé, c'est contre des lois qui veulent, sous prétexte de terrorisme, c'était les anarchistes qui, à l'époque... Terrorisme bien réel à l'époque. Ils ont tué un président de la République, ils ont mis une bombe à l'Assemblée nationale et dans des restaurants près de la gare Saint-Lazare. Donc ils ont fait des dégâts réels. Et face à cette terreur, il y a eu une loi. Et dans le moment de sursaut moral de l'affaire Dreyfus, tout d'un coup, on se rend compte qu'en fait, ces lois étaient une régression. Elles ont été appelées, je cite par le président de cette organisation, Francis de Pressensé, des lois scélérates, en expliquant la France a connu à plusieurs reprises au cours de ce siècle ces paniques provoquées par certains attentats, savamment exploitées par la réaction et qui ont toujours fait payer à la liberté les frais d'une sécurité menteuse. Il avait même une description qui pourrait nous faire des résonances aujourd'hui. Un président parvenu qui joue au souverain, un Premier ministre sournoisement brutal qui essaye d'adapter à sa lourde main la poignée du glaive de la raison d'État, un Parlement où tout est représenté, sauf la conscience et l'âme de la France. Et cerise sur le gâteau, à destination de ceux parmi vous qui nous écoutent, qui seraient militants, sympathisants ou électeurs socialistes, rappelez-vous ce que disait à l'époque un homme qui, par obligation de réserve, signait un magistrat, un juriste, pardon, pour justement pas l'identifier, et il signait ceci: telle est l'histoire des lois scélérates, il faut bien leur donner ce nom, c'est celui qu'elles garderont dans l'histoire, elles sont vraiment les lois scélérates de la République, j'ai voulu montrer non seulement qu'elles étaient atroces, ce que tout le monde sait, mais ce que l'on sait moins, avec quelle précipitation inouïe, nous y sommes, ou quelle incohérence absurde, la non-efficacité, on en a parlé, ou quelle passivité honteuse elles avaient été votées. Cet homme, c'était tout simplement Léon Blum, la figure du socialisme français. Pierre Tartakovsky, merci. Rendez-vous avec vous et tous à 18h30 aux Invalides, ou si vous n'êtes pas à Paris, sur Mediapart.